D'abord, merci beaucoup à toutes les personnes qui participent à ce premier webinaire organisé par Agriculture et Environnement. Merci à nos deux intervenants. Alors, comme vous le savez certainement, AEE fait du décryptage et là, on se lance dans quelque chose un petit peu nouveau qui est du décryptage du droit de l'environnement. Pour ça, donc, j'ai fait appel à deux spécialistes que je vous présenterai, Carole et Sylvain. Alors, pourquoi ce webinaire? Ce webinaire, je l'ai voulu parce que, en tant que journaliste, j'observe vraiment que le droit de l'environnement est de plus en plus présent dans l'actualité, avec de très nombreux contentieux juridiques qui relèvent justement du droit de l'environnement. Bon, vous avez vu récemment les cas des retenues d'eau où, paradoxalement, dans certains cas, la justice a validé certaines retenues. Dans d'autres cas, elle les a invalidées. Donc, c'est un petit peu quand on regarde ça de l'extérieur et qu'on n'est pas spécialiste du droit, on se pose des questions pour savoir mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une fois c'est le cas, d'une autre fois c'est un autre cas? On a aussi vu l'affaire du siècle où des ONG ont réussi à condamner l'État pour ne pas avoir euh, obtenu les résultats qu'ils avaient prévus concernant l'usage des phytosanitaires. Euh, voilà, il y a plein de sujets aujourd'hui où la justice est saisie. Donc, les choses que j'aimerais bien, qu'on va essayer d'aborder ensemble, c'est quelles sont ces stratégies juridiques utilisées et quels sont les raisonnements juridiques des juges, quelles sont les pistes d'action dans ce contexte de judiciarisation des pratiques agricoles de chaque agriculteur, le principe de précaution, jusqu'où est-ce qu'il va aller, et au final, que faire pour se préparer ce nouveau terrain de jeu qui est le terrain juridique qui concerne de plus en plus le monde agricole. Alors, pour ce faire, donc, j'ai convoqué deux spécialistes. Donc, Sylvain Pelletreau. Bonjour Sylvain. Donc, Bonjour tu es Gilles. avocat spécialisé en droit de l'environnement, chargé d'enseignement à l'Université Paris-Sorbonne, et tu es associé au cabinet Richelieu Avocat, comme le démontre le fond d'écran derrière toi. Carole Hernandez-Zakin, alors, tu es docteur en droit de l'environnement appliqué à l'agriculture, membre de l'Académie de l'agriculture. Tu as commencé ta carrière comme formatrice, et puis après, tu as travaillé pour les chambres d'agriculture au moment du Grenelle de l'environnement. Ensuite, tu as animé enfin, tu as participé au think tanks Agri-ID. Après, tu as travaillé chez InVivo, où tu as suivi le dossier des Egalim, et depuis, tu es consultante indépendante. Donc, je pense que, a priori, vu ton CV, les questions du droit de l'environnement et de l'agriculture, c'est vraiment quelque chose que tu connais très bien. Alors, comment est-ce que nous allons procéder pour ce webinaire? On va avoir 10 minutes d'échange avec chacun de vous deux. Je vais vous poser quelques questions. Et au bout de ces échanges, il y aura donc la place pour pouvoir avoir des questions des participants. Malheureusement, comme on est très nombreux, je ne peux pas faire en sorte que les participants puissent pas se poser leurs questions de manière orale. Donc, ce sera nécessairement par écrit. Et donc, moi, je lirai les questions pour pouvoir les poser. On aura une petite demi-heure ou une bonne demi-heure de questions. Et puis, voilà, après, ce sera donc pour terminer. Donc, je vais commencer, si ça va bien pour tout le monde, je vais commencer par poser une question d'abord à Carole. Ce droit de l'environnement, il vient d'où finalement? C'est un truc nouveau? C'est quoi? Eh bien, bonjour à tous. Merci Gilles pour cette première question qui est nécessaire, en fait, en tout cas la réponse, pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Et pour ça, il faut bien voir que ce droit de l'environnement, vous allez voir, c'est une mécanique, c'est presque une machine de guerre qui a été mise en place récemment, hein, en réalité. La date de naissance de ce droit de l'environnement, eh bien, elle remonte à 1972. À l'époque, il y a eu l'adoption du premier texte international sur le sujet, hein, la Déclaration de Stockholm, et qui a dès le début, hein, bien posé finalement les fondamentaux de ce droit qu'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire la volonté de mettre en place des principes communs à tous les États de la planète, a affirmé que préserver et améliorer l'environnement, c'est un devoir pour chaque être humain, mais aussi pour chaque État. Et enfin, dès 1972, c'est l'importance de la notion de l'urgence et donc de l'émotion dans la construction de ce droit.
Et d'ailleurs, je voudrais juste vous citer, parce que c'est important, les juristes, on est attaché au texte, le principe numéro 2 de cette déclaration, et vous allez voir qu'on est parti de là et on est encore là. Les ressources naturelles du globe, c'est-à-dire l'air, l'eau, la terre, la flore, la faune, les écosystèmes, doivent être préservés dans l'intérêt des générations présentes et pire, par une planification. Voilà. Donc, dès le début, on est dans le temps long des générations futures. Les ressources naturelles et non pas les sont protégés, c'est-à-dire l'eau, l'air, le sol, etc. Et à partir de ce moment-là, 1972, on assiste à l'écriture, la construction de ce droit à l'échelle internationale, à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, avec toujours comme colonne vertébrale des principes fondamentaux que vous connaissez tous: pollueur-payeur, précaution, on va en reparler, prévention, participation du public, développement durable. Donc, c'est 92 Rio avec deux éléments que vous devez avoir en tête parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde agricole. Le principe de l'intégration, nous dit le développement durable, c'est concilier économie sociale, environnement. Oui, très bien. Mais en réalité, c'est un principe qui sous-tend l'intégration des exigences environnementales dans toutes les politiques publiques, y compris évidemment les politiques agricoles. Deuxième élément du développement durable, évidemment, c'est la prise en compte du temps long avec les besoins des générations à naître. Et dès le début, c'est un droit contestataire, je pense qu'on y reviendra. C'est un droit qui a été créé pour remettre en questionnement le développement économique des sociétés partout dans le monde. Merci. Alors, deuxième question, mais comment sont interprétés ces grands principes et par qui et sur quelle base? Les grands Alors principes là, comme le oui. principe de précaution, etc. Enfin, voilà, Alors là, Gilles, on pourrait partir pour des heures, mais tu m'as dit 3 minutes maximum, donc je vais être efficace. Par qui? Ben, les États d'abord, parce qu'on les oublie souvent, mais c'est quand même eux qui sont les premiers destinataires des règles qui sont posées. Alors, on y reviendra aussi parce que pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que je parle beaucoup du droit mou, même du droit profond, c'est-à-dire un droit qui n'est pas juste issu de textes internationaux, de traités, de directives, de règlements, de lois, de décrets, mais on a une construction qui est molle, mais qui contamine en réalité l'écriture du droit. Rappelez-vous, le développement durable est issu d'un texte de droit mou et pourtant on est régi par ce développement durable. Donc les États, les textes, mais aussi évidemment les juges. Et ça, c'est une caractéristique majeure de la construction du droit de l'environnement. Un droit se construit avec des textes, bien entendu, adoptés par le législateur, mais le droit se construit aussi avec la jurisprudence, l'interprétation que les juges font des textes. Et depuis les années 70, donc ça a démarré très très tôt, nous avons des associations bien épaulées par des professeurs de droit de l'environnement. Hein. Dès ce moment-là, il y a des professeurs impliqués dans cette protection de l'environnement qui saisissent les juges. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'il faut mieux protéger l'environnement contre qui, à l'époque, les industriels uniquement, puis contre les agriculteurs, aujourd'hui même contre les États, parce que ces associations considèrent que les juges sont là pour modifier un droit qu'ils considèrent comme étant injuste, inéquitable, inefficace, etc. Donc, on a aujourd'hui des contestations contre des autorisations administratives. Alors, le monde agricole, tu parlais hein, des retenues d'eau, bah, évidemment, des attaques contre les autorisations de stockage de l'eau, contre des mines, des carrières, des ICPE, des élevages. Mais on a un deuxième élément qui est très important pour nous, c'est pour les ONG, aller devant les juges à très haut niveau, hein, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, pour faire reconnaître en réalité de nouveaux droits fondamentaux. Deux exemples uniquement. Le Conseil constitutionnel qui nous a dit très très récemment que le législateur, lorsqu'il adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à l'environnement, doit veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures à protéger leurs propres besoins. Donc, reconnaissance des générations futures par ce Conseil constitutionnel. Autre élément, le Conseil constitutionnel en 2020 nous dit
protéger l'environnement, c'est un objectif à valeur constitutionnelle. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'au nom de la protection de l'environnement, le Conseil constitutionnel, mais le Conseil d'État fait la même chose, considère qu'on peut porter des limites à quoi? Au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre. On va y revenir. Alors, Sylvain, est-ce que tu partages cette idée que finalement le droit de l'environnement est un droit assez récent? Alors, je souscris évidemment à 100% à ce que vient de dire Carole. Oui, oui, alors, tout à fait. Le droit, enfin, ce droit de l'environnement est très récent. Il y a eu la grosse création, c'est effectivement le milieu des années 70. Et après, on a eu quelques vagues successives, donc dans les années 90, puis 2000, puis 2010. Et effectivement, c'est complètement récent. Je vais y venir tout à l'heure quand même. Il y a eu un changement de paradigme aussi sur ce droit de l'environnement qui est très intéressant. Ce qu'on peut, enfin, ce qui m'intéresse, donc une fois que j'ai dit que oui, c'était récent, ce qui est intéressant, c'est de voir les conséquences, en fait, enfin, ce que ça emporte, en fait. Comme c'est un droit récent, c'est un droit qui est en construction permanente. Donc, j'aime beaucoup, effectivement, quand tu parles, Carole, de construction molle du droit de l'environnement, c'est très intéressant. Je compare souvent, effectivement, cette création du droit de l'environnement de milieu des années 70 au Code civil de 1804. On regarde ça, donc il y a quand même 200 ans d'écart. Et quand on regarde, il y a une clarté dans la rédaction du Code civil et du coup, une place qui est laissée au juge qui est moins importante. Alors, non pas que le rôle du juge soit pas important, il est là pour trancher des litiges et des positions différentes, mais à partir de textes clairs. Et c'est l'un des grands enjeux aujourd'hui du droit de l'environnement, qui est ce fameux droit récent, c'est qu'il est, un, récent, et deux, il est très lié à la technique et à la connaissance scientifique. Et plus votre connaissance scientifique évolue, plus la règle juridique va devoir suivre derrière. Et donc, on a ce point compliqué aujourd'hui, qu'on a du coup un droit qui a tendance à ne pas être suffisamment clair par rapport à l'état des connaissances scientifiques. Et donc, on demande à un magistrat d'interpréter des règles floues avec des compétences techniques qu'il n'a pas. Donc, c'est ça qui en fait le côté à la fois passionnant et très compliqué à appréhender. Ce que je constate aussi, enfin, ce qu'on peut constater aussi, hein, Carole, on a parlé 2 secondes sur la liberté, il y a un instant, sur la liberté d'entreprendre et l'atteinte à la droit de propriété, on a un changement de paradigme énorme. Et typiquement, le droit de propriété, je m'arrête 2 secondes dessus, on a le droit de l'environnement aujourd'hui, bouleverse l'ordre juridique établi. L'un des grands acquis de la Révolution française, c'est précisément ce droit de propriété. Et le droit de propriété, il avait 3 attributs qui étaient l'usus, le fructus et l'abusus. Donc, vous aviez le droit d'utiliser, de prendre les fruits de votre propriété et d'en abuser, c'est-à-dire d'aller jusqu'à sa destruction. Et aujourd'hui, c'est très intéressant parce que le droit de l'environnement vient vous dire précisément le contraire en disant non, vous n'avez plus ce droit d'abusus. Et comme je reprends ce terme de construction molle du droit de l'environnement, encore une fois, vraiment, je trouve que le terme est excellent. Qu'est-ce qu'on met finalement derrière le terme d'abusus? Et donc, en droit agricole, c'est évidemment encore plus prégnant quand on parle d'intrants, etc. Est-ce qu'on va autoriser à mettre plus ou moins d'intrants? Est-ce qu'on va autoriser à mettre des socles de béton pour les éoliennes, etc. C'est ça l'abusus aussi, hein. Et donc, c'est très intéressant de voir finalement que on part de la protection absolue de la propriété, qui était l'origine. L'origine du droit de l'environnement, c'est la protection de la propriété privée par les nuisances des industries, notamment des tanneries. Et on est passé de cela à la restriction des prérogatives du propriétaire. Donc, c'est assez amusant parce que on rentre en fait dans une espèce de mouvement proudhonien. Vous savez, c'est Pierre-Joseph Proudhon qui disait que la propriété c'était le vol, et lui dénonçait en fait le fait que le propriétaire abuse toujours de sa propriété. C'est ça qu'il dénonçait par cette formule. Et donc, on bascule finalement vers une forme de collectivisation de la propriété privée, tout en ayant en même temps une revendication de droits individuels de plus en plus fort, et notamment des droits à la nature qui viennent très directement en confrontation avec le droit agricole. Alors, comment ce droit de l'environnement est structuré et qu'est-ce qui protège exactement finalement Alors, ça revient un peu à définir le droit de l'environnement. Si on garde une définition la plus sobre possible, l'idée du droit de l'environnement, ça va être de gérer les interactions entre les êtres vivants et de faire en sorte que chacun puisse à peu près vivre de manière équilibrée entre soi. Carole a raison de rappeler que c'est potentiellement une restriction à la liberté d'entreprendre. Et donc, en tant que tel, on doit manier le droit de l'environnement avec une grande précaution. En fait, c'est ça la vraie problématique du droit de l'environnement, c'est que
il doit protéger, et en protégeant, il restreint un certain nombre de libertés, et donc ce faisant, il doit être manié avec une précaution extrêmement importante. Et surtout, pour répondre à ta question sur la structuration du droit, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque législation protège des intérêts particuliers. Par exemple, les procédures collectives vont protéger les créanciers. Le droit civil, par exemple, va protéger notamment le droit de propriété. Le droit rural va protéger la protection agricole, à l'inverse du droit de l'environnement qui, lui, va protéger la maison commune. Et donc, chaque réglementation protège des intérêts particuliers. Et donc, quand on a un conflit d'intérêts entre deux réglementations, il faut qu'à un moment, on détermine quel est l'intérêt supérieur. Donc, typiquement, sur la problématique agricole, on voit bien ce qu'il y a en, en creux dans le webinaire d'aujourd'hui, dans les préoccupations qu'on a, c'est est-ce qu'il est plus important, et c'est une question volontairement provocatrice, est-ce qu'il est plus important de protéger l'environnement ou de se nourrir? Donc, en gros, est-ce qu'il est plus important de protéger l'environnement ou de mourir, tout simplement? Enfin, c'est la question. Alors, c'est très provocateur, c'est très emphatique quand on dit ça, mais c'est une réalité. Et on en reparlera tout à l'heure, très certainement dans le cadre de nos échanges. Mais est-ce qu'il vaut mieux avoir une capacité à se nourrir ou une capacité ou avoir une quantité moindre avec des produits qu'on considérait comme mieux pour la santé? Ça, c'est un vrai sujet. Et encore une fois, cette hiérarchie des intérêts à protéger, entre est-ce qu'il faut se nourrir ou est-ce qu'il faut mettre moins d'intrants, par exemple, est une question qui n'a pas été tranchée aujourd'hui. Et c'est vraiment la question à laquelle il va falloir que le monde agricole réponde très, très rapidement. Alors, si j'ai bien compris pour résumer, le droit de l'environnement, c'est une sorte de droit qui va protéger la maison commune, alors qu'il y a tout un certain nombre de droits qui protègent finalement des intérêts particuliers. Et donc, dans ce cadre-là, Carole, qu'est-ce qui protège l'agriculture? Et est-ce que ce qui protège l'agriculture aujourd'hui peut être mieux, enfin plus fort que ce qui protège la maison commune? Alors, je vais répondre. Je pense que ma réponse comment dire, peut-être un peu perturber, mais le droit de l'environnement protège l'agriculture. C'est-à-dire que il faut bien comprendre, et Sylvain l'a dit, et je l'ai esquissé en introduction, le droit de l'environnement, il a comme finalité la protection de l'environnement pour lui-même. C'est-à-dire qu'il va dire, moi, je protège l'eau, les sols, la biodiversité. Et à ce titre-là, en réalité, le droit de l'environnement intervient depuis maintenant des décennies sur la conduite de l'activité agricole et les choix de production. Parce que dans ce cadre-là, dans le cadre de ce droit de l'environnement, eh bien, l'eau, par exemple, le sol, la biodiversité ne sont pas des moyens de production, mais des ressources naturelles à protéger. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le droit de l'environnement a aussi une approche assez simple, voire simpliste des choses. C'est-à-dire que c'est un droit qui va militer plutôt pour la décroissance. Donc, moins on met d'intrants, moins on produit, moins, et mieux c'est pour l'environnement. Donc il y a un côté finalement très simple, qui est aussi très simple à expliquer et à porter auprès des populations. Donc ça, c'est le droit de l'environnement. L'agriculture, elle est aussi naturellement, historiquement protégée par le droit rural. Droit rural qui a été codifié en 1881, mais qui est en réalité un enfant du Code civil. Donc c'est un enfant direct de la Révolution française et on revient sur le droit de propriété et la liberté d'entreprendre. Avec cette vision très simple, dans les années 60 et 62, nous disant que finalement, il faut nourrir les populations et il va falloir développer l'exploitation familiale. Et à partir de là, on a construit un droit rural très pragmatique, très économique en réalité, avec une finalité, alors qui effectivement aujourd'hui est beaucoup moins lisible que celle du Code de l'environnement. Je vous encourage à lire quand même l'article premier du Code rural qui est là pour poser les fondamentaux de ce droit rural, de ce code rural. Et je vous avoue qu'on est quand même dans quelque chose qui est très blablabla, bla, 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 alors que du côté du code de l'environnement, il faut quand même le reconnaître. L'article premier du code de l'environnement, je vais vous dire, il est très simple. La protection de l'environnement est d'intérêt général. L'environnement est un patrimoine commun de la nation et puis on déroule les principes. J'ai envie de vous dire que qu'est-ce qui manque finalement à ce code rural aujourd'hui? C'est un article premier qui ait du sens
et qui nous rappelle, et c'est important pour les juristes, et Sylvain l'a dit, c'est de reconnaître que cette agriculture, la protection de l'agriculture est d'intérêt général. Ça va être utile pour rééquilibrer l'intérêt général qui est attaché à l'environnement, parce que Sylvain l'a dit, et on peut le dire de façon très claire et très ferme, l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire reconnaître par les juges la primauté de l'intérêt général environnemental sur tous les autres intérêts généraux, y compris celui de l'agriculture. Et le juge, l'État, n'ont de sens que par rapport à l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt commun de la nation. Donc, si on n'affirme pas haut et fort que produire en France est d'intérêt général, eh bien, on a effectivement là un grand risque de voir reconnaître la primauté de l'intérêt général de l'environnement. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de conciliation ni d'équilibre. On va raisonner l'eau, on va raisonner les sols, la biodiversité, que par rapport à quoi? Aux risques, aux impacts. Mais quand je dis risque et impact, c'est pour les supprimer. Et là, on va tomber dans le principe de précaution et de non-régression du droit. Tu vois, c'est ça en fait qui est en train de se passer. Alors, si, pour résumer un petit peu, franchement, on a plutôt l'impression que le monde agricole, il est plus vraiment protégé parce que le droit rural n'est pas suffisamment fort par rapport au droit de l'environnement qui, comme tu dis, protège finalement les matières premières de l'agriculture. Alors, bon, si j'étais un peu pessimiste, ce qui n'est pas ma nature, mais je dirais, les jeux sont peut-être faits, alors qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien à faire? Ou est-ce que vous avez, toi, et je poserai la même question à Sylvain, vous avez des propositions à faire au monde agricole face à tout ça? Est-ce qu'on peut réagir? Qu'est-ce qu'il faut faire? On se soumet aux droits de l'environnement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je pense que c'est toujours dans les moments de crise qu'on peut finalement faire jaillir des solutions et des évolutions. Parce que c'est clair que depuis des années, on nous parle de transition. Si on ne fait pas attention, la transition juridique, là, elle est en train de se terminer et il faut absolument réagir. Donc, est-ce que tout est joué? Non, mais il ne faudrait pas tarder non plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, j'ai quelques idées, Sylvain en a d'autres, hein, c'est de dire d'abord, oui, reconnaissons, écrivons noir sur blanc que la protection de l'agriculture est d'intérêt général dans un article premier du Code rural. Ça me paraît très élémentaire. Après, Sylvain a déjà abordé la question de la technicité du droit de l'environnement. Moi, j'ai un point qui est vraiment, alors vous allez me dire, c'est peut-être du détail, mais en réalité, non, c'est aussi quand même accepter que la protection de l'environnement, ça compte et qu'il y a des règles qui sont écrites que l'on doit respecter. J'en veux pour preuve l'étude d'impact. L'étude d'impact dans les contentieux, elle est toujours attaquée et c'est vrai que les associations gagnent généralement quand elles disent l'étude d'impact est insuffisante. Alors, il y a le côté, si vous voulez, monstrueux du contenu de l'étude d'impact qui mériterait d'être mieux adapté, précisé aux projets agricoles. Donc ça, c'est un travail finalement d'affaires publiques, d'écriture des textes techniques de l'environnement. Mais il y a aussi un autre élément, j'ai envie de dire, et là, c'est parce que tu m'as dit qu'il fallait être rapide, eh bien, il serait temps que les bureaux d'études comprennent qu'il y a un code de l'environnement. Je suis atterrée par ce que je vis au quotidien, c'est-à-dire quand on me demande d'accompagner un bureau d'études qui n'a jamais ouvert un code de l'environnement ou pas. Alors, l'administration est dans le même cas parce que la bonne nouvelle, c'est que l'administration ne connaît pas le droit de l'environnement. Et en réalité, quand on connaît ce droit, quand on sait manier les principes fondamentaux, on peut aller au contentieux en ayant quand même une petite idée de ce que l'on pourrait obtenir. Troisième point, le contentieux. On ne va pas au contentieux forcément pour gagner. On va au contentieux aussi pour présenter au juge des arguments qui un jour vont porter. Parce que, et j'arrêterai là pour laisser la parole à Sylvain, effectivement, Gilles, hein, et on en parle souvent, il y a des décisions aujourd'hui de juges qui surprennent parce qu'ils reprennent en fait des raisonnements qui nous viennent de ce milieu aussi environnemental, écologiste. Mais depuis les années 70, ce sont des gens constants qui soutiennent toujours la même chose devant les juges. À nous aussi de faire la même chose. Alors, je pose la même question à Sylvain. Donc, qu'est-ce que tu peux proposer, toi, au monde agricole pour réagir par rapport à ça? J'ai bien compris, d'ailleurs, hein, c'est un point important, on en a parlé dans le dernier numéro de Agriculture et Environnement, c'est une des explications
qui permet de comprendre pourquoi, dans certains cas, sur les fameuses retenues d'eau, certaines ont été recalées et d'autres n'ont pas été recalées. C'est pas tout simplement parce que les juges sont écologistes, puisque c'était d'ailleurs le même tribunal, donc les mêmes juges, mais c'est parce qu'il y avait des défaillances la manière dont les choses ont été présentées par les bureaux d'études. Hein. J'ai bien compris ce petit élément, Carole, qu'il fallait aussi que les bureaux d'études connaissent le droit de l'environnement, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais hormis cette question technique, Sylvain, qu'est-ce que toi tu proposes par rapport, enfin pour le monde agricole, par rapport à cette déferlement des questions juridiques dans le monde agricole? Euh, je vais évidemment répondre à cette question. La question des études d'impact est absolument fondamentale et c'est là vraiment où on voit qu'on est à la frontière du juridique et du technique. C'est-à-dire qu'en fait, le contenu de l'étude d'impact est donné par le Code de l'environnement, mais il est traduit par des scientifiques. Je veux dire, enfin, c'est pas moi qui vais être capable de vous dire si, s'il y a un batracien à tel endroit ou à tel autre ou si la ressource hydraulique est suffisante ici. Mais en revanche, ce qu'il y a de certain, c'est que nous, en tant que juristes, que ce soit Carole ou moi, on a l'habitude de lire ces documents-là et on sait à la rédaction si effectivement on risque d'avoir une petite faille là-dessus. Ce que je voudrais dire, là, je suis extrêmement optimiste aussi, je partage ce point avec toi Gilles. Il faut avoir en tête quand même on était en déficit agricole jusque dans les années 60. Ça veut dire qu'en fait, on a été capable, pour dire les choses très clairement, le général de Gaulle, sorti de la guerre, a été capable en quelques années de faire passer du déficit agricole à l'excédent commercial. Donc ça, c'est-à-dire qu'on est capable de le faire. Aujourd'hui, on est en déficit malheureusement agricole, commercial agricole en France, mais il n'y a absolument rien d'inéluctable. Et on le voit bien, c'est la force de politique qui va faire qu'on va pouvoir de nouveau, à terme, être capable d'alimenter non seulement les Français, mais au-delà si on le peut. Donc, il n'y a jamais rien d'inéluctable. Ce que je pense, en revanche, c'est que on a le sentiment que j'ai, c'est que on perd un peu de capacité de pouvoir réel par les politiques français, et donc que quelquefois, on a le sentiment, très souvent, on a le sentiment que la seule façon pour eux d'exprimer leur pouvoir, c'est de faire des textes réglementaires. Et donc, on a une logorrhée réglementaire aujourd'hui qui est ingérable, objectivement ingérable. Là, on parle du monde agricole, mais vous pouvez parler de n'importe quel sujet, ça peut être sur l'eau, sur les industries, etc. On a quelquefois des accalmies d'un an ou deux sur l'édiction de nouveaux textes réglementaires, mais sinon, globalement, on a une logorrhée réglementaire et quelquefois avec des textes d'après qui contredisent ceux d'avant. Donc, enfin, alors que ceux d'avant n'ont pas encore fini d'être appliqués. Donc, ouais, ça, il y a un point là-dessus vraiment important, c'est qu'il faut de la sobriété réglementaire. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on arrête aussi la surtransposition des textes systématiques. En France, on est vraiment des très grands champions. Soit on se fait condamner parce qu'on transpose trop tardivement, soit on surtranspose et du coup, c'est les acteurs économiques locaux qui se font étrangler. Et le dernier point sur lequel il me semble important d'insister, c'est qu'il faut qu'on ait des textes clairs et qui soient applicables. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un pouvoir réglementaire ou législatif, peu importe, qui fournit des textes qui sont sujets à interprétation, ça veut dire que le législateur délègue son pouvoir au magistrat qui va devoir, lui, appliquer la loi. Et ça, c'est un problème parce que ça veut dire que à situation égale, on aura des interprétations différentes. Et donc, ça veut dire que, pour le dire de façon vraiment un peu choquante, on aura à situation égale des situations juridiques différentes. Et c'est la raison. Prenez, alors je vais vous citer un exemple, par exemple, pour que ce soit assez concret. Dans un cas, vous avez L214 qui s'introduit dans un élevage et qui s'introduit dans un autre élevage. Dans un cas, ça va être considéré comme un lanceur d'alerte et il a bien fait, donc il n'y a pas de problème. Et dans l'autre cas, ça va être considéré comme une intrusion sanctionnable dans une propriété privée, une atteinte à la propriété privée qui doit être sanctionnée. Et ça, on ne peut pas laisser aujourd'hui des textes qui soient suffisamment flous. Comprenez par exemple sur l'épandage de certains produits, aujourd'hui c'est calculé en Beaufort. Le Beaufort, donc c'est une échelle marine qui n'a pas de traduction juridique. Et aujourd'hui, c'est des textes qui sont sanctionnés pénalement. Donc, aujourd'hui, vous soumettez les agriculteurs à des textes flous dont ils ne savent pas finalement comment est-ce qu'on va les appliquer ensuite. Donc, l'idée aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, ce que je propose, c'est que le secteur agricole prenne le leadership sur justement la rédaction, déjà la rédaction de moins de textes et qui se fasse des diplomates de rédaction de textes qui soient adaptés à leur profession et qu'ils ne les subissent pas, en fait, qu'ils arrêtent de les subir. Il faut qu'ils soient bien plus en amont de la production législative. Parce que, et j'en finis là, hein, si on continue en fait cette tendance, c'est clair qu'on n'aura plus d'agriculture en France.
Donc, de ce point de vue-là, ceux qui souhaitent qu'il y ait moins de production auront gagné, mais on n'aura rien gagné du tout parce qu'en réalité, on va réimporter des produits dont précisément les gens qui luttaient contre ne voulaient pas à la base. Donc, c'est vraiment le point majeur. Donc, que les agriculteurs soient véritablement acteurs en amont de la rédaction des textes et des textes clairs. Et si je puis rajouter quelque chose, quand tu dis agriculteur, c'est aussi travailler sans le ministère de l'Agriculture. Alors, c'est un sujet sur lequel on pourra revenir, mais quand on parle de droit de l'environnement, on parle de code de l'environnement, on parle de ministère de l'écologie. Et ça, c'est aussi un vrai basculement aujourd'hui, un constat, c'est-à-dire que c'est le ministère de l'écologie qui écrit les textes, des textes qui sont de plus en plus mous et profonds, hein, puisque on a des foires aux questions, des guides d'interprétation d'instructions ministérielles, dont on ne sait pas trop finalement quelle est la portée réglementaire. Et puis derrière un ministère de l'Agriculture qui s'efface, mais aussi pourquoi? Parce qu'il n'est plus compétent juridiquement, par exemple sur la question de l'eau, qui est quand même une question essentielle, il n'est plus compétent juridiquement. Et techniquement, il n'est plus non plus, puisqu'il n'y a plus les fonctionnaires qui vont avec. Donc j'ai envie de dire aussi, pour compléter le message de Sylvain, c'est il faut être dynamique du côté agricole dans l'écriture des textes et savoir que effectivement, pour porter ces textes, il faudra aller bien, du côté de plusieurs ministères, hein, y compris l'écologie. Bon, l'agriculture, c'est presque par politesse, mais on est aussi face à cette grande difficulté d'un droit de l'environnement qui est établi sur certains sujets. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, attention. Il faut juste en être bien conscient et redoubler d'efforts. Voilà. Très bien, écoutez, merci pour ces échanges. Alors, on va passer aux questions-réponses. Il y en a déjà certaines. Alors, pour que les gens puissent poser leurs questions, il faut cliquer sur le petit onglet en bas où il est indiqué Q et R. Il y a déjà 6 personnes qui s'en sont servies. Et donc, moi, je vais lire les questions et un de vous deux, vous choisissez qui veut répondre à ces questions. Donc, la première question provient de Christian Lévesque. Le droit s'établit à partir de données. Mais quelles données? Celles qui sont instrumentalisées et diffusées largement par les ONG militantes ou celles qui restent confidentielles, publiées par des scientifiques non militants. Il prend l'exemple d'utilisation de pesticides ou l'érosion de la biodiversité. Autrement dit, est-ce qu'il y a une instrumentalisation de la part des ONG militantes pour pouvoir finalement apporter les données sur lesquelles les juges se basent? Qui veut Là, répondre? je peux commencer, mais Sylvain va compléter. Il y a pour moi, il y a deux façons de répondre. Il y a la qualité des données, hein, qui apporte les données, la connaissance, qui est essentielle puisque dans le droit de l'environnement, il y a droit, mais il y a aussi environnement, donc technicité, connaissance, données, adaptation de ces données aux contextes locaux. Donc, qui les produit? On va y revenir. Mais moi, ce qui m'importe en tant que juriste, c'est quelle est la portée de cette connaissance, quelle portée juridique. C'est-à-dire que les associations ou je ne sais qui peuvent apporter des connaissances et le juge ou l'administration peuvent tout à fait considérer que ce sont des éléments de connaissance qui n'ont pas de portée. C'est-à-dire qu'ils prennent connaissance de ces données, mais ils ne vont pas les considérer comme étant des données qu'ils doivent obligatoirement respecter. La question qui se pose aujourd'hui, si on est face à un juge, le juge aujourd'hui va considérer que l'expertise qui est produite par l'État, par des agences de l'eau, par des régions, par des identités, on va dire, publiques, eh bien, cette connaissance-là, elle a un poids qui est prédominant dans la prise de décision de l'État. C'est-à-dire que le juge va dire, voilà, ce sont des faits scientifiques qui vont motiver finalement ma décision. Et on a effectivement du côté du juge cette facilité d'accorder finalement une exactitude scientifique aux expertises portées par l'État ou les agences d'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième, eh bien, on a aussi cette obligation, en tout cas quand on est au contentieux, d'apporter des preuves contraires. Ça veut dire qu'il faut porter des preuves différentes, celles des experts, celles des scientifiques, etc. Donc, c'est un travail aussi de fait en réalité, hein, démontrer que la prise de décision de l'administration qui est contestée n'est pas la bonne.
Donc, nous devons aussi être producteurs de connaissances. Nous devons aussi porter ces connaissances à la connaissance du juge et à la connaissance de l'administration. Et là, j'ai envie de dire que moi, ce qui me pose problème en ce moment, c'est l'administration, qui a facilement tendance à écarter des expertises ou des études qui ne lui conviennent pas. Oui, Alors, juste, pardon. comme il y a beaucoup de questions là, je préfère qu'on passe au deuxième parce qu'il faut que vous soyez court dans vos réponses. Sans ça, parce qu'il nous reste pas non plus beaucoup de temps et les questions sont quand même très pertinentes. La prochaine de Vincent Christini, c'est quel est votre ressenti sur l'interprétation du principe de précaution et son usage par les juridictions dans leurs décisions? Alors ça, Sylvain, Vaste question, j'en profite pour saluer M. Christini, mais le principe de précaution, c'est. Alors, je vais être brutal et je vais encore me faire plein d'amis, mais je ne suis pas certain que ce soit le meilleur principe en fait qu'on ait connu. Et j'avoue avoir été très surpris qu'il ait été introduit dans la charte de l'environnement et avec une reconnaissance de valeur constitutionnelle. L'idée, c'est de dire, pardon, hein, parce qu'en fait, il faut bien savoir de quoi on parle quand on parle du principe de précaution, qui était l'opposé du principe de prévention dont l'étude d'impact est l'illustration. Le principe de prévention, c'est si on fait telle activité ou si on commet tel acte, on est sûr qu'il y aura tel impact, en l'occurrence sur l'environnement. Donc, on va prendre des mesures de prévention, d'où le principe de prévention, ou d'action correctrice à la source, peu importe, pour éviter ou limiter ou compenser ce risque. Le principe de précaution, on est dans un registre complètement différent, on est sur de l'ultra conditionnel et qui précisément, enfin, moi, je vous le dis sans tellement de détours, c'est un des principes qui laisse, à mon sens, trop de liberté d'interprétation aux magistrats. Euh, Pardon, encore une fois, d'être aussi direct, mais il me semble important, un magistrat est là pour dire le droit en fonction de faits qu'on lui présente qui sont dans des situations variables. Et ce qui varie, c'est pas l'application du droit, c'est la confrontation des faits. C'est pas du tout la même chose. Et quand on vous dit à situation égale qu'on peut avoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur L214, qu'on peut avoir tantôt une décision rouge, tantôt une décision verte, eh ben, ça pose une difficulté. Et le principe de précaution, pour continuer la définition, c'est en l'absence de risque certain, je dois quand même prendre des mesures fermes. Voilà à peu près ce qu'on vous dit. Et je ne sais pas, alors je suis pas, vous allez me dire, je ne suis pas scientifique, etc., mais je ne sais pas ce qu'une absence de risque certain et une mesure certaine à l'inverse. Donc, on a une difficulté là-dessus et je crains. Alors, pour répondre très directement à la question de M. Christini, il n'y a pas eu beaucoup d'applications du principe de précaution qui ont sanctionné des décisions. En revanche, on voit bien que en filigrane, c'est des principes qui prennent de plus en plus de pouvoir pour derrière, en tout cas, c'est des fondements qui sont systématiquement pris par des opposants pour s'attaquer à des projets et qui un jour ou l'autre offriront aux magistrats la faculté de les faire appliquer. Euh, ceci dit, le principe de précaution a été utilisé très récemment pour casser l'AMM de l'ANSES, puisqu'il est immédiatement évoqué. Et là, on a une utilisation qui est quand même assez bancale, puisque le principe de précaution demande des mesures proportionnées. Or, l'interdiction totale d'un produit n'est pas vraiment une mesure proportionnée et certainement pas limitée dans le temps. Or, le principe de précaution précise bien que toutes les mesures qui doivent être prises doivent être limitées dans le temps. Donc là, il y a quand même eu, dans ce cas-là, selon moi, un abus du principe de précaution par une jurisprudence française. On va continuer question. Dans notre société, nous explique Guillaume Chamoulot, il y a toujours eu une démocratie du peuple, mais est-on déjà dans la dictature de l'environnement? Alors, qui veut répondre à cette question? Carole, non? Oh, je veux Ouais, bien. Hein, je me lance, mais on va répondre à deux. Euh, on n'en est pas loin quand même. Et juste, je suis quand même frappée, bonjour Guillaume, je suis quand même frappée par ce que je lis là en ce moment, vous savez, sur la territorialisation de la planification écologique. Ce qui me frappe, c'est cette dynamique quand même d'écriture, de planification avec des objectifs à atteindre. Vous avez vu que dès 1972, la planification était un moyen qui était proposé aux États pour protéger l'environnement. Donc, on n'a pas varié. Donc, cette planification écologique, elle est en train de se répandre sur les territoires avec comme finalité, tenez-vous bien, de passer des contrats pour la réussite de la transition écologique. Et là, on se retrouve face à des contrats. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Et on est encore en dynamique d'écriture d'une chose molle, mais qui aura forcément une portée au moins économique, au moins politique, au moins stratégique. Et c'est là, à mon avis, que cette dictature du droit de l'environnement s'exprime le plus largement aujourd'hui, c'est qu'elle est en train de se structurer, de s'organiser dans les territoires et tout le monde se retrouve réuni autour d'une table pour valider des choses comme la sobriété, comme la résilience, comme, enfin, tous ces termes finalement que tout le monde utilise sans se poser plus de questions. Et c'est en ça que, effectivement, je pense qu'on est tombé dans cette dictature. Il faut donc résister en toute connaissance de cause et participer évidemment à ces réunions, mais en ayant bien en tête les enjeux qui sont réels d'une écriture future d'un droit qui ne sera pas favorable à l'agriculture, c'est certain. Tu veux dire un mot, J'ajoute Sylvain? juste une chose. Alors, je ne crois pas que nous soyons aujourd'hui dans une dictature du droit de l'environnement, mais en revanche, ce qui est certain, c'est que l'écologie radicale existe. Je veux dire, ça, il faut quand même dire clairement les choses. Et moi, je répète à longueur de journée que ça a été théorisé par Hans Jonas en 1979. Il a fondé tout de l'écologie politique sur l'heuristique de la peur. Donc, en gros, il faut faire peur aux gens pour que derrière, ils arrêtent de bouger et qu'ils ne fassent qu'écouter notre parole. Et je rebondis un peu sur ce que disait Carole. En fait, c'est à nous d'appréhender le sujet, déjà, un, en arrêtant d'avoir peur, et deux, en ne prenant pas pour argent comptant, enfin, en écoutant le messager, enfin, qui vous délivre le message, en allant chercher d'où il vient et en allant essayer de chercher de l'information complémentaire, voire contradictoire. Et c'est en faisant votre propre culture qu'on arrêtera d'avoir peur et qu'on sortira de cette dictature. Parce que le déclinisme, si vous voulez, le défaitisme permanent, à mon avis, il est mortifère. Et moi, c'est pas du tout ce à quoi j'aspire. Et il est absolument indispensable de protéger la maison commune. Ça, on n'a aucun débat dessus. Je voyais l'une des questions passées. Évidemment que l'agriculteur il faut qu'il défende ses sols parce que s'il a plus de sol, il a plus de production. S'il a plus de production, il n'a plus d'argent. Donc c'est aussi son intérêt personnel. Et je veux dire, il y a un truc qui est absolument fondamental. Il a intérêt à mettre moins d'intrants parce que les intrants, c'est des coûts de production. Et donc, moins il met d'intrants, plus ses coûts de production sont faibles et plus ses rendements sont hauts. Je veux dire, il y a deux, trois évidences à rappeler là-dessus. Et donc, cette dictature de l'environnement, comme dit, encore une fois, c'est à nous de nous cultiver là-dessus et d'aller porter la contradiction à ces gens qui veulent nous faire peur, précisément. Alors, plus technique, là, il y a une question de Philippe Stoup. En pratique, le droit de l'environnement est le plus souvent utilisé à des situations locales, par exemple à propos des retenues d'eau. Alors, même si on fait reconnaître l'intérêt général de la production agricole, comme vous le suggérez, comment faire pour empêcher que l'accumulation de jugements locaux en faveur de l'environnement nuise à cet intérêt général de la production agricole? Carole? Vas-y, Alors, Sylvie. c'est pas tant. Alors, l'intérêt général, il est attaché à l'agriculture, une agriculture qui va utiliser de l'eau et dans le cas présent, enfin, dans le cas bien particulier de l'irrigation, l'eau se mange. Alors, ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que c'est justement, et Sylvain, en fait, l'a dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il appartient à chacun d'entre nous, à chaque agriculteur, d'aller porter la contradiction. Et cette contradiction, elle va aussi être portée au niveau des tribunaux. Donc, il y a deux choses. Il y a petit un, on va au contentieux. Alors, je ne vous dis pas d'y aller en étant content, mais il faut y aller en ayant une stratégie en tête, porter des messages fondamentaux, en essayant justement de convaincre le juge que votre activité est d'intérêt général, même quand il s'agit de stocker de l'eau ou de prélever de l'eau. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, ça veut dire que en même temps, pour un coup, il va falloir songer à modifier le texte national, c'est-à-dire lors d'une prochaine loi agricole, par exemple, de modifier l'article 1er du Code rural pour inscrire cet intérêt général. Mais on est bien obligé, en fait, de mener les combats à différents niveaux, que ce soit le niveau local ou bien ce niveau national, tout en sachant et Sylvain l'a très bien expliqué, que à chaque décision du juge, il y aura des faits différents. Voilà. Donc ces faits, ils sont particuliers, mais il est obligé aujourd'hui nécessaire de toujours reprendre nos principes structurants qui pourraient être effectivement un intérêt général de l'agriculture parce que, et juste j'arrête là-dessus avec, en disant que l'agriculture est surtout protégée par la liberté d'entreprendre, le droit de propriété,
Aujourd'hui, on entend dire que ces libertés-là sont de second rang, ce qui ferait de l'agriculture une activité de second rang. Donc, elle doit trouver son intérêt général propre, qui est national et local, hein, d'ailleurs, hein. Sylvain? J'ajouterais, encore une fois, il y a une grande distinction entre décréter d'un point de vue national que l'agriculture est d'intérêt général et donc faire en sorte que, en fait, pour répondre précisément à votre question, faire en sorte que chaque territoire soit en capacité optimum de produire son agriculture. Et vous n'avez pas demandé au Var de produire les mêmes produits et dans les mêmes quantités qu'en Champagne-Ardenne, par exemple. C'est pas, et donc c'est pour ça qu'il y aura toujours des applications locales, c'est absolument évident. En revanche, par exemple, prenons l'exemple des éoliennes. Les éoliennes aujourd'hui, enfin, par principe, en droit français, vous n'avez pas le droit de détruire des espèces protégées. On vous dit que dans certains cas d'intérêt général, d'intérêt public majeur, vous pouvez le faire, et précisément la production d'électricité l'est, et donc les éoliennes le sont. Donc on a reconnu une faculté aux éoliennes de pouvoir détruire des espèces protégées parce qu'on considérait que l'intérêt de production énergétique était supérieur à celui de protéger certaines espèces protégées précisément. Donc c'est dans ce sens-là où on dit les choses. Après, attention, hein, encore une fois, ce qu'on dit juste, c'est que il n'y aura pas une application différenciée par les magistrats. Ce qu'on dit juste, c'est que normalement, la règle, elle est unique, elle est claire, et le juge a des décisions différentes parce que les faits sont différents. Et là, vous parlez des retenues d'eau, par exemple. La ressource en eau n'est pas la même dans le sud de la Loire que dans le nord de la Loire. Enfin, c'est un point, un point majeur. Dans ce sens-là, faut mesurer les choses. Mais en tout cas, moi, enfin, ce pourquoi on milite, c'est d'avoir des règles claires et qui permettent d'avoir des situations anticipables. Alors, une autre question, quel regard portez-vous sur le fait que de plus en plus, l'État se désengage de certaines procédures? Par exemple, on l'a vu dans c'est l'affaire récente de l'affaire du siècle, Polynice, dans laquelle l'État n'était même pas présent à l'audience. Et a priori, je pense qu'ils n'ont même pas fait appel. Donc, que pensez-vous de ce désengagement de l'État? Comment est-ce que vous le percevez? Qui commence. Ah, je sais pas. Moi, j'ai une autre illustration aussi, hors contentieux, mais Alors, le désengagement de l'État. Alors, l'État, d'abord, c'est quoi? C'est un petit peu la question. C'est-à-dire que l'État, si vous voulez, dans l'absolu, c'est cette entité qui va protéger l'ensemble de la population, effectivement, au nom de l'intérêt général, qui, vous l'avez compris, est multiple. Il n'y a pas un seul intérêt général, il y en a plusieurs que l'État est censé concilier dans l'intérêt de tous. Ça, c'est la règle. Néanmoins, quand l'État est directement mis en cause, alors c'est sa responsabilité qui est mise en cause, sa carence, hein, là on parle de carence, dans la mise en place d'un certain nombre de politiques, d'objectifs à atteindre. Et moi, juste que je relève, c'est que malgré tous ces objectifs, l'État se les met lui-même. Quand il affiche un objectif de réduction de 50%, quand il affiche des objectifs de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre, alors aussi parce qu'il y a un règlement européen, quand il signe des traités internationaux, etc., qui affichent des objectifs à atteindre, j'ai envie de vous dire, la moindre des choses, c'est d'essayer d'atteindre ces objectifs. Donc, petit 1, et on revient un peu à ce qu'on dit depuis le début, l'État devrait réfléchir aux conséquences des objectifs qu'il affiche avant de se les imposer à lui-même. Ça, c'est la première chose. Après, il se retrouve devant les tribunaux et oui, on sent bien que l'État n'est pas à l'aise. Mais après, l'État, c'est qui? Ben, ça va être plus précisément, alors Sylvain, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ça va être précisément un ministère de l'écologie qui va devoir gérer ce genre de dossier. Le ministère de l'écologie, il est censé aussi protéger l'environnement pour les générations présentes, futures, etc. Donc, il y a aussi quelque chose qui relève finalement de la schizophrénie, si vous voulez, d'être à la fois protecteur d'eux et en même temps être dans la défense d'eux. Donc, plus de cohérence à la tête de l'État serait vraiment aujourd'hui la bienvenue, parce que moi j'interprète, si vous voulez, cette timidité d'un ministère de l'écologie dans des recours, hein, Gilles, on en a déjà discuté, hein, l'État qui ne fait pas appel de décision, parce qu'en réalité, on a un souci de cohérence à la tête de l'État. Mais c'est une explication. Sylvain, tu as non, non, peut-être mais d'autres je, explications.
Je suis d'accord. Alors, la réflexion que je pousse là-dessus, c'est dans quelle mesure les moyens de l'État ne sont pas aussi défaillants pour qu'il assume ses ambitions. Ça, c'est aussi un autre sujet. Alors, je suis désolé parce que ça fait très accusatoire, mais c'est quand même un peu le point. Si on dézoome un peu et qu'on parle pas que de l'agriculture, mais de l'industrie, par exemple, aujourd'hui, de plus en plus, il n'y a pas eu de recrutement nouveau pour les inspecteurs de l'environnement. Et on demande en revanche à l'opérateur privé d'aller faire certifier par un bureau d'études, lui-même certifié, les travaux que l'administration aurait dû elle-même contrôler. Et pour le dire autrement, en fait, l'acteur privé paye des charges, des impôts pour se faire contrôler par un inspecteur de l'environnement et paye en plus l'intervenant privé pour qu'il vienne contrôler celui qui potentiellement va lui tirer une balle dans le pied. Et c'est là où aussi on voit les choses. De ce point de vue-là, c'est assez intéressant de voir. Il y a un point de bascule là-dessus. Et là, je reviendrai et je redézoome. Je suis désolé, Monsieur Christine, je dézoome un peu sur votre question aussi, mais moi, ce que j'appelle aussi de mes voeux, c'est un retour ou même un renouveau des relations entre l'État, enfin l'administration et les administrés, et qu'on retrouve une vraie forme de dialogue avec une vraie forme de convergence vers les objectifs qu'on poursuit. Typiquement, un agriculteur qui a un projet de forage, etc., qu'il arrive à discuter véritablement à l'administration plutôt que de se voir opposer un refus par principe. Et c'est la même chose pour les industriels, etc. Et donc, à partir du moment où on arrivera à retourner dans cette discussion-là, on arrivera à des relations assumées et donc l'État reviendra devant les juridictions défendre ses autorisations avec joie, enfin, je pense avec conviction en tout cas. Moi, le dernier dossier que j'ai eu à plaider, j'étais une cour administrative d'appel, alors je ne la citerai pas, mais peu importe. euh, L'État n'était pas là pour défendre sa propre autorisation. Il avait délivré une autorisation. Le rapporteur public avait décidé qu'il fallait annuler cette autorisation. Il n'y avait que le porteur du projet qui était là pour défendre la décision de l'État. L'État n'était pas là. Et je trouve ça dommage, parce que s'il a pris cette décision en conscience, il devrait être content de la défendre. Alors, encore quelques questions. On va essayer de voir les réponses courtes parce qu'il reste peu de temps. Une question de Jean-Paul Houry. Que pensez-vous des thèses de l'anthropologue Philippe Descola qui attribue des droits aux écosystèmes en les déléguant à des représentants? Est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers une violation du droit de la propriété privée? Et il ajoute, y aurait-il pas une démonstration à faire que le propriétaire privé, finalement, gère mieux l'environnement que la collectivité? Je vais me permettre, Carole, pardon, je te grille la politesse. C'est exactement ce qu'on disait au début. Encore une fois, le droit de l'environnement à l'origine, a voulu protéger la propriété privée des nuisances, notamment de l'industriel voisin. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. On va vers une réduction du droit de propriété. Alors après, est-ce que ça veut dire que c'est souhaitable ou c'est regrettable? Ça, c'est un autre débat. En revanche, c'est un constat et il est absolument certain, enfin je vous dis encore une fois, moi quand j'ai commencé ma carrière il y a, il y a un peu plus de 20 ans, on avait quand même quelques industriels qui faisaient n'importe quoi. Et les casses automobiles où les types faisaient des vidanges à même le sol, etc. Donc, le fameux abusus du droit de propriété a existé et il y a eu des dérives assez graves. Et c'est peut-être ces dérives-là aujourd'hui qui, plus l'heuristique de la peur, comme je vous disais tout à l'heure, qui font qu'aujourd'hui, on peut avoir un droit de l'environnement qui réduit l'abusus, enfin le droit de propriété du propriétaire, très simplement. De ce point de vue-là, voilà, c'est une façon de répondre à la première partie de la question. À la deuxième partie, pardon. Sur la première partie, la reconnaissance de droit, c'est une tendance assez lourde et qui en fait postule que l'homme est irresponsable. Et ça, c'est le côté Janus de l'homme. L'homme profite de la nature, la protège et la détruit en même temps. Et aujourd'hui, ceux qui veulent donner des droits à la nature considèrent que l'homme n'est qu'un jouisseur destructeur sans voir son côté réparateur. Et c'est un problème quasi philosophique. Moi, j'y suis assez relativement opposé, mais dans ce cas-là, il faut sanctionner très lourdement ceux qui portent atteinte à l'environnement. Alors, encore une question de Baptiste Délin, qui visiblement, je pense qu'il doit être un éleveur. Que pensez-vous de l'abus réglementaire des préfets, notamment en matière de prairies? Est-ce que vous avez quelques techniques? Est-ce qu'il y a Alors quelqu'un qui a une réponse là, là-dessus? je ne sais pas ce que ça veut dire, abus réglementaire, ce qui voudrait dire que les préfets ne respectent pas le droit tel qu'il est écrit. Alors de quel droit s'agit-il? Est-ce que là, on relève du dispositif de la PAC et de MAEC ou autre? Je ne sais pas. Là, je vous avoue que je ne sais pas. Il faut aussi faire attention à quelque chose. Nous, là, on est en train de parler de droits de fondamentaux, voyez?
droit de propriété, des libertés publiques, individuelles, etc. Et puis, il y a le volet réglementaire, que j'appelle même la tambouille réglementaire, avec en arrière-plan toute la question des aides publiques conditionnées. Et il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, via l'argent public, la distribution d'aides publiques, l'État conditionne l'évolution des activités. Et ça, on est aujourd'hui face à une déferlante de cet argent public qui permet à l'administration aussi bien centrale que locale, les régions, les départements, c'est une façon pour l'État de maintenir le contrôle sur les choix agricoles. Il ne faut pas se tromper. Et il faut faire très attention sur vos territoires à ce que, via les aides publiques économiques conditionnées, en réalité, vous n'acceptiez pas des engagements qui vont mais tellement au-delà de ce qu'écrit aujourd'hui le droit. Alors voilà, ma réponse, elle est, je ne sais pas exactement ce que veut dire cet abus réglementaire, mais si on est en lien avec des aides publiques économiques, faites attention à la conditionnalité des aides, parce que je terminerai là-dessus. Quand les agriculteurs ont la possibilité de ne pas passer par des aides publiques, l'État est désemparé. N'oubliez pas que, au ministère de l'Agriculture, par exemple, une grande partie de leurs fonctionnaires travaillent sur l'attribution des aides PAC. Voilà. Donc, il n'y a pas de grande réflexion, juste à distribuer de l'argent public avec des conditions environnementales qui sont de plus en plus sévères. Et ça, ce n'est pas le droit rural ni le droit de l'environnement. C'est l'argent public. Alors, une dernière question qui s'adresse à toi, Carole. Avant, c'est Richard Dambrine qui te demande, avant d'aller au contentieux, on peut très bien organiser une réunion débat sur avantages et inconvénients d'une bassine où toutes les parties prenantes sont réunies et sous l'autorité et l'animation d'un médiateur, l'agriculteur ou les agriculteurs expliquent leurs projets et répondent au maximum de questions qu'ils ont anticipées ou pas. Finalement, est-ce qu'il mieux vaut pas un débat plus serein et apaisé que d'aller au contentieux? Que réponds-tu? Mais on va faire les deux, mon général. C'est-à-dire que faire de la concertation, ça fait partie de ce que j'appelle moi une stratégie contentieuse à mettre en place. Il faut quand même accepter cette idée que le contentieux, c'est un levier démocratique et républicain pour se faire entendre. Je le dis parce que on en discute souvent, enfin moi en tout cas, j'en discute souvent avec les avocats et c'est l'occasion de le dire, mais on le sait, hein, ce qu'on est en train de faire ce matin, Gilles, c'est effleurer les sujets. Hein, on ne va pas au fond des choses. Hein. Mais il faut quand même utiliser les contentieux. Ce sont des leviers, des outils politiques pour se faire entendre. Alors, se faire entendre, évidemment, travailler d'abord la concertation, essayer de se faire comprendre par les voisins. Oui, bien entendu. Mais le faire en se disant, si jamais ça ne va pas bien, si je me retrouve devant le juge, moi, j'aurai des choses, des arguments à porter. On construit la possibilité de se retrouver devant le juge dès qu'on envisage un projet. Alors, je sais que ça peut être perturbant et traumatisant de dire ça, de l'entendre, mais c'est la réalité aujourd'hui. Non, Juste, mais si on parle de retenue d'eau et pas de bassine, s'il vous plaît, n'utilisons pas les termes de nos opposants. C'est quand même aussi de se dire qu'aujourd'hui, on a toujours la liberté de déposer un projet et qu'il va falloir se battre, évidemment, pour aller jusqu'au bout. C'est un combat. oui, là, je suis Alors, complètement d'accord. Et le fait de préparer un contentieux ne veut pas dire qu'on va y aller, hein, mais c'est l'adage, un cui vis pacem parabellum. Et donc, on n'a pas de débat là-dessus. Et pas encore, enfin, on ne s'est pas concerté avec Carole sur cette réponse-là, parce que pour le coup, on n'en a jamais parlé. Mais pour moi, ça me semble évident. Moi, je prépare le contentieux, mais à titre professionnel, je n'aime pas le contentieux. Pour mes clients, à titre personnel, c'est formidable. Je suis en robe d'avocat, c'est génial. Il y a un côté très folklorique et très énergique. Il y a une verve extraordinaire mais ce n'est pas l'intérêt de mes clients que j'aille au contentieux pour eux. En revanche, c'est certain que si on n'a pas anticipé les arguments qu'on pourrait nous présenter, on a un dossier qui est moins solide et qui est plus fragile. Et s'il est plus fragile, on ne va pas au contentieux et donc on ne défend pas ce projet-là. Je pense que c'est ça qu'a voulu dire Carole. Enfin, en tout cas, pardon. En tout cas, je m'associe à ça si c'est ce que Carole a voulu dire. Et
voilà, de ce point de vue-là, effectivement, les retenues d'eau sur Sainte-Soline, il y a eu des concertations. Il y a eu des concertations, ça n'a pas empêché. Quand je vous parlais de la fameuse perte du droit de propriété, vers des droits A. Il y a le droit à l'environnement sain qui justifie que des individus cagoulés, à raison de 4000, aillent frapper des forces de l'ordre et aillent s'introduire sur les propriétés privées, alors que cette concertation avait eu lieu. Donc, il ne faudra jamais lâcher la concertation. La première concertation à avoir, c'est avec l'administration, ensuite avec les populations locales, évidemment, et in fine avec les magistrats, si on ne peut pas aller au-delà. Mais l'idée, c'est pas de faire du contentieux pour le contentieux. C'est ça que. Ok, écoute, on arrive à terme de ce webinaire. Je voudrais clôturer en vous donnant à chacun la parole pour une petite conclusion. Euh, une minute, hein, comme les grands débats politiques présidentiels. Vous avez chacun une minute pour faire une petite conclusion. Tu commences, Carole? J'irai très très vite, hein. Aujourd'hui, enfin, moi je travaille depuis finalement presque 30 ans uniquement avec mon code de l'environnement. Et je ne travaille que dans le monde agricole, hein. Je considère que je suis presque un mal nécessaire dans de ce monde agricole. Eh bien, j'espère que prochainement, je pourrai travailler avec le code rural sur un droit rural de l'environnement. Voilà, à construire. Et toi, Sylvain, le mot de la Et fin? moi, gros message d'optimisme, il n'y a absolument rien d'inéluctable. Je veux dire, on a été une très belle puissance agricole. Aujourd'hui, on sait très bien nourrir les populations de façon très saine. Je veux dire, il faut quand même, on a eu l'une des agricultures les plus saines du monde. On a aujourd'hui des techniques agricoles qui évoluent aussi vers des nouvelles, des nouvelles méthodes de production qui sont capables de nourrir la France entière et plus. Et donc, je reste extrêmement optimiste pour l'avenir. En revanche, on n'arrivera pas à ça sans une énergie très importante pour aujourd'hui inverser la tendance qui voudrait finalement qu'on aille vers cette espèce de morosité, morosité un peu décliniste. Alors, merci à vous deux. Merci aux nombreux participants. On était aux alentours de 70 personnes qui ont participé à ce premier webinaire. C'est un vaste sujet. On va continuer à le traiter, bien entendu, dans AE, que vous lisez certainement. Peut-être également envisager d'autres webinaires. Et si vous avez, des participants ont des idées de sujets que vous auriez voulu qu'on traite un peu plus en profondeur, même avec un groupe peut-être plus restreint, n'hésitez pas à me communiquer vos suggestions, vos idées. Si vous avez des événements genre AG ou d'autres conférences où voudriez que Carole, que Sylvain ou que moi-même on puisse intervenir pour pouvoir évoquer ces sujets, on est à votre disponibilité. Et sinon, écoutez, encore grand merci à tous les gens qui ont participé à ce premier webinaire organisé par Agriculture et Environnement. Et je vous souhaite un très bon après-midi et avant ça, un bon repas de midi avec de la bonne nourriture française. Merci. Merci Gilles. Au revoir, merci à tous.